Le franc CFA. Un sujet qui déchaîne les passions. Pour certains, c'est un outil de contrôle. Pour d'autres, un gage de stabilité. Et au milieu de tout ça, l'émergence des BRICS pourrait bien tout changer. Alors dans cette analyse, on va décortiquer cette question hyper complexe qui touche au cœur de l'indépendance et des rapports de force mondiaux. La question, elle est posée, brutale, directe. Esclavage ou protection? C'est vraiment le point de départ de toute la discussion. On a d'un côté ceux qui le voient comme un bouclier, une sorte de rempart contre les crises, et de l'autre ceux qui le perçoivent comme une chaîne, un héritage qui empêche une véritable liberté économique. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet pour essayer de bien comprendre ce fameux dilemme. On va regarder de plus près les deux visions qui s'affrontent, en se basant uniquement sur les arguments économiques de chaque camp. Ici, tout est résumé. D'un côté, on a l'argument massu de la protection, le CFA, parce qu'il est arrimé à l'euro, offrirait une stabilité monétaire, une inflation plutôt faible, bref, une sécurité qui rassure. C'est le système vu comme un rempart. Mais de l'autre côté, c'est une toute autre histoire, celle de la dépendance. Cette stabilité, elle aurait un prix, une souveraineté incomplète et un développement industriel complètement bridé. Et ce terme, souveraineté monétaire incomplète, il est vraiment au cœur de la critique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'un pays ne tient pas toutes les manettes de sa propre économie. Il ne peut pas, par exemple, décider de dévaluer sa monnaie pour rendre ses produits moins chers à l'export. C'est cette absence de flexibilité qui est au centre de tout le débat. Bon, mais sur le terrain, dans l'économie réelle, ça donne quoi ce dilemme? Pour le saisir, il y a une métaphore qui marche très bien, celle du moteur contre le bouclier. Et c'est là que réside tout le paradoxe. Le système est présenté comme un bouclier, un super bouclier qui protège des tempêtes économiques. On pourrait se dire que c'est une bonne chose, non? Sauf que ce même bouclier, à force d'être rigide, peut finir par gripper les engrenages du moteur principal de l'économie, c'est-à-dire l'industrie locale. La protection devient alors une prison. Alors comment est-ce que ce moteur se bloque? Eh bien, c'est une sorte de réaction en chaîne. Premièrement, avec une monnaie jugée trop forte, les produits fabriqués sur place deviennent chers à l'exportation, difficile de rivaliser. Deuxièmement, à l'inverse, les produits importés, eux, coûtent moins cher et inondent le marché. Ça tue la concurrence locale. Et enfin, le coup de grâce, ça freine la transformation des matières premières sur place. À quoi bon construire une usine si elle n'est pas compétitive dès le départ? Du coup, la conclusion des critiques du système, elle est sans appel. C'est presque une sentence. Ce manque d'outils pour ajuster sa propre monnaie, à terme, ça équivaut à condamner son propre développement industriel. L'enjeu est donc absolument colossal. Mais attention, il ne faut pas croire que cette recherche de souveraineté est une affaire isolée, pas du tout. Si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que ce débat fait écho à un phénomène mondial bien plus large, la montée en puissance des BRICS. En fait, ce besoin d'autonomie exprimé dans la zone franc CFA, c'est un peu le miroir d'un mouvement global. Un peu partout sur la planète, des nations cherchent à diversifier leurs partenaires, à trouver des alternatives aux institutions financières qui dominent le jeu depuis des décennies. Et c'est pile à ce moment-là que les BRICS entrent en scène. Pour beaucoup, ils représentent une véritable opportunité stratégique. C'est la possibilité de ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier, de trouver d'autres sources de financement et peut-être d'activer ce qu'on pourrait appeler une souveraineté productive, c'est-à-dire une indépendance qui permet enfin de bâtir une vraie base industrielle. Ce graphique, il résume parfaitement le choix à faire. D'un côté, la stabilité du système actuel, un potentiel de croissance plus limité, mais aussi moins de risques, moins de volatilité. Et de l'autre, la promesse d'une croissance souveraine, un potentiel beaucoup plus élevé, mais qui vient avec son lot d'incertitudes. C'est le choix fondamental entre la sécurité et le potentiel. Ça a l'air simple dit comme ça, non? On quitte un système, on en rejoint un autre, et voilà. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Ou est-ce qu'on risque juste de changer de maître? Cette question, elle est vraiment cruciale. Parce que oui, les BRICS peuvent être une opportunité de rééquilibrage, c'est certain, mais un changement mal préparé, ça pourrait aussi être un nouveau danger, un nouveau piège. Et quels sont ces risques? D'abord, une transition trop brutale pourrait déclencher des crises monétaires absolument dévastatrices. Ensuite, il y a le risque de simplement remplacer une sphère d'influence par une autre sans vraiment gagner en autonomie. En bref, on pourrait se retrouver à répéter les mêmes schémas de dépendance économique, mais avec de nouveaux partenaires. Et si la vraie réponse ne se trouvait ni dans le système actuel, ni même chez les BRICS, l'analyse qu'on a sous les yeux suggère en fait une troisième voie, un changement total de perspective. La clé de la vraie souveraineté se cacherait ailleurs. Et là voilà, la thèse centrale, le truc qui change tout. Le véritable pouvoir, ce n'est pas la monnaie qu'on utilise, que ce soit le CFA, le dollar ou une future monnaie des BRICS. La véritable indépendance, elle naît de la capacité d'un peuple à comprendre les règles du jeu économique. Et ça nous mène à une sorte de cycle vertueux. Tout commence par une chose, le savoir, l'éducation financière. Cette connaissance permet ensuite de faire des investissements stratégiques, des choix intelligents. Et ces investissements, brique par brique, construisent une richesse autonome, une richesse qui ne dépend plus des systèmes des autres. Finalement,
Le principe derrière tout ça est d'une simplicité redoutable, mais tellement puissant. Ce ne sont pas les peuples qui ont la monnaie la plus forte qui dominent, mais bien ceux qui maîtrisent les mécanismes de la finance. La maîtrise du savoir, c'est la forme ultime du pouvoir économique. On va terminer là-dessus, avec cette pensée qui retourne un peu la table. Et si on s'était trompé de débat depuis le début? Si la ressource la plus précieuse, la véritable monnaie d'échange pour devenir souverain et prospère, ce n'était ni l'or, ni le papier, mais bel et bien la connaissance elle-même.